2 incendies de forêt maîtrisés aujourd'hui dans l'Hérault, mais le risque s'accroît en raison du vent. La préfecture des Bouches-du-Rhône interdit pour 48 heures tout accès au massif forestier. Moins 1,51%, nouvelle baisse du CAC 40. Que faire lorsqu'on a quelques économies à faire fructifier? L'immobilier regagne du terrain. Des juges non professionnels pour régler les petits litiges de la vie quotidienne, c'est le projet de loi du garde des Sceaux présenté en Conseil des ministres. Nous irons voir en Italie comment ça marche. Pourquoi Ariel Sharon a-t-il donné son feu vert à un bombardement sur une zone civile à Gaza alors que le dialogue avec les Palestiniens avait repris? Un document que nous nous sommes procuré montre que le Fatah était sur le point de renoncer à ses attaques contre les civils israéliens. 200e anniversaire aujourd'hui de la naissance d'Alexandre Dumas, avant le transfert de ses cendres au Panthéon à l'automne. Visite du château de Monte Cristo que l'écrivain avait fait bâtir près de Paris. Madame, Monsieur, bonsoir et merci d'être avec nous. 2 incendies de forêt, probablement d'origine criminelle, ont éclaté tôt ce matin dans l'Hérault. Ils ont été maîtrisés en milieu de journée et dans l'Aude, c'est un camping qui a dû être évacué près de Lézignan-Corbière. Juliette Meurin, Françoise Mazou. Le feu n'est pas encore maîtrisé. 150 hommes luttent toujours contre les flammes. Au départ de l'incendie, peu après-midi, leur priorité a consisté à sécuriser les habitations. Il y avait une partie de villa qui était très menacée, donc on a dû procéder à l'évacuation des personnes de leurs habitations et ensuite sauver le maximum de maisons parce qu'elles étaient tous très menacées, quoi. 1000 personnes évacuées, dont un camping abritant 500 personnes. L'important dispositif mis en place a permis de limiter les dommages. Des dégâts, quelques mobil-homes brûlés, quelques tentes brûlées. Les habitations, pour la majorité, n'ont pas de dégâts importants. Pas de blessés. Et pour l'instant, donc, pas de blessés. Pas de blessés, mais pour certains, les vacances sont bel et bien terminées. Le responsable du camping est venu nous dire qu'il fallait évacuer, quoi. Donc on a tout laissé. J'ai pas que ma sacoche et puis tout le reste est cramé, même mes cartes de sécu, tout est cramé. Déjà 130 hectares de pinèdes partis en fumée. La tramontane n'a pas facilité la tâche des sapeurs-pompiers qui resteront sur place toute la nuit. Dans les Bouches-du-Rhône, à Pélissane, cet après-midi, un incendie a brûlé une vingtaine d'hectares de pinèdes et de champs. Il a menacé quelques habitations, mais l'incendie a été maîtrisé. Il reste sous surveillance. La préfecture des Bouches-du-Rhône a strictement interdit l'accès au massif forestier du département pour 48 heures au moins. Le fort Mistral qui souffle sur la Provence, ajouté à la sécheresse, augmente considérablement le risque d'incendie. Toutes les bourses européennes ont clôturé une nouvelle fois à la baisse. Moins 2,5 à Londres, moins 3,7 à Amsterdam. Paris n'échappe pas à l'interminable chute. Moins 1,51% en clôture, soit un tout petit peu au-dessus de la barre symbolique des 3000 points. Depuis le 1er janvier, vous le voyez, le CAC 40 a perdu 34,6%. On notera notamment aujourd'hui la chute de l'assureur AXA. Le titre a perdu en une seule séance 11,45%. Le film de la journée avec Amaury Guibert et Vincent Fourcade. Avec la bourse de Paris ces derniers jours, il vaut mieux bien suivre l'évolution des cours. Ce matin, tout annonçait une nouvelle journée noire. Le marché est déprimé, la confiance a disparu. Alors, le CAC 40 poursuit sa descente aux enfers, moins 2%, moins 3%, moins 5%, nouveau record, il passe en dessous des 3000 points. Le krach continue, alors les autorités font tout pour redonner de la confiance. Il faut retrouver son sang-froid, il faut sans doute, en particulier pour les petits épargnants, qu'ils sachent que l'investissement en bourse doit être un investissement long, doit être un investissement patient et un investissement dans lequel on répartit correctement ses risques. Les discours se suivent et se ressemblent, mais les marchés ne sont pas très réceptifs, car tout dépend de Wall Street. Et la bourse de New York surprend, car elle se reprend. C'est un véritable yo-yo, car au même moment à Paris, le CAC 40 remonte et limite les dégâts, moins 1,5% à la clôture. Fin d'une journée très agitée qui s'ajoute à des semaines de baisse. Depuis septembre 2000, 700 milliards d'euros se sont ainsi volatilisés à la bourse de Paris. Dans ce contexte, certains se tournent désormais vers la pierre, investissement jugé plus sûr en ces temps de grande déprime boursière. Céline Crespi, Rémi Poissonnier. Visite d'un appartement au plein cœur de Paris. Jean-Marc Thévenet souhaite acquérir un 2 pièces pour y loger son fils. Une façon de faire un investissement au moment où ses placements boursiers s'effondrent. Vous avez le soleil et c'est très calme. Car la pierre, c'est bien connu, c'est une valeur sûre. Mais Jean-Marc, lui, ne sait plus à quel saint se vouer.
Est-ce que c'est le bon moment? La bourse est basse, l'immobilier est haut, que dire? Que dire? En 90, l'immobilier est au plus bas, la bourse est au plus haut. Depuis quelques semaines, l'immobilier rassure et bon nombre d'épargnants se précipitent dans les agences. Mais les acheteurs potentiels ont parfois intérêt à être patients. Le problème, c'est que s'ils ont perdu, il faut qu'ils attendent que ça remonte. Donc je ne pense pas qu'ils vont vendre leurs actifs, étant donné qu'ils sont très bas. Mais bon, pour la pierre, c'est sûr que c'est le plus sûr actuellement, surtout que le taux d'intérêt n'est pas très cher, donc ils ont intérêt à acheter, quoi. En empruntant. En empruntant, ou ça dépend ce qu'ils veulent faire, mais logiquement c'est mieux d'emprunter puisque le taux d'intérêt est faible actuellement. C'est peut-être le moment d'acheter un appartement, mais le marasme boursier pourrait entamer le moral des ménages. Certains redoutent d'ailleurs une baisse de la consommation. Quand on investit en bourse, on ne compte pas forcément sur cet argent pour consommer. Donc, autant aux États-Unis, on peut avoir un impact sur la consommation, autant en France, l'impact de cette débâcle boursière sur la consommation sera de toute façon limité. En 1987, le krach boursier avait fait craindre une récession. Mais la consommation, elle, n'avait pas flanché et la reprise était vite arrivée. Si la bourse baisse, certains tarifs publics, eux, sont orientés à la hausse. La SNCF vient d'annoncer 1,8% d'augmentation moyenne dès le 1er août. La semaine dernière, c'est France Télécom qui revoyait à la hausse ses tarifs d'abonnement. Et comme on attend aussi prochainement une augmentation de l'électricité et du timbre-poste, la grogne commence à gagner. Séverine Lebrun. Dans la série Les augmentations de l'été, la SNCF fait son entrée en gare. Plus 1,8% en moyenne le 1er août, moins d'un an après la précédente hausse des tarifs. La semaine dernière, c'est France Télécom qui ouvrait le bal. Plus 45 centimes d'euros pour l'abonnement mensuel, il passe à 13 euros. À la pompe, la suppression du mécanisme qui compensait la flambée du brut a entraîné une augmentation du prix du carburant. Environ 2 centimes d'euros par litre. Les associations de consommateurs dénoncent cette avalanche d'augmentation. Il y a des hausses régulières, on a l'habitude de ces hausses, les baisses sont nettement moins nombreuses. L'addition risque d'être lourde effectivement, et si l'on n'y prend pas garde et s'il n'y a pas des compensations significatives en matière de revenus, cela va probablement entraîner des mécontentements assez forts. Et la liste pourrait s'allonger. Le gouvernement devrait annoncer dans les jours prochains l'augmentation des tarifs d'EDF, entre 2,5 et 4% de plus sur la facture. Le timbre, quant à lui, pourrait passer de 46 à 50 centimes d'euros. Pour les contribuables, cette hausse des tarifs des services publics atténuera l'effet baisse d'impôts prévu en septembre. 3 policiers grièvement blessés cet après-midi à Pantin, en Seine-Saint-Denis. Les 3 fonctionnaires, 2 hommes et une femme qui effectuaient un contrôle d'identité, ont été roués de coups par une dizaine de jeunes. 4 personnes ont pour l'instant été interpellées. Stéphane Breitner et Ludovic Tourte. Discrètement, les policiers tentent de cacher les traces de l'agression de leurs collègues. Il était aux alentours de 13h30 au bas de cet immeuble. Une patrouille de 3 policiers à vélo s'arrête pour contrôler les identités de 4 jeunes. La discussion s'envenime. Un jeune aurait alors dérobé le bâton de défense d'un policier pour le frapper. Ils l'ont roué de coups de bâton de défense, éventuellement peut-être de batte de baseball. Ça, je ne peux pas vous le certifier. Ce n'est pas encore déterminé par l'enquête le déterminera. Et la collègue qui était aussi à proximité n'a rien pu faire non plus. Elle a été aussi sauvagement battue à terre. Roué de coups de pied. Pour les jeunes qui ont assisté à la scène, la version est différente. Ils parlent d'un contrôle d'identité musclé qui a dégénéré. Ils sont rentrés, contrôle de papier. Contrôle de papier, c'est passé mal. Ils ont pris le petit, ils l'ont balayé, ils l'ont mis par terre. Il y a un jeune homme, qui a un ami du petit qui était par terre, il a dit ouais comment ça, au moins mettez-le pas par terre, il y a des crachats par terre, il y a tout ça. Et ensuite il y a eu des coups qui ont été portés et voilà. 2 des policiers, une jeune femme stagiaire et un adjoint de sécurité blessés au visage sont en observation à l'hôpital. 4 jeunes ont été interpellés en fin d'après-midi. Ils seraient directement impliqués dans l'agression. 7 mois après le passage à l'euro, les fausses coupures commencent à apparaître. Hier, c'est une imprimerie clandestine de faux billets de 50 € qui a été découverte dans le Vaucluse et dans Lyon. Les policiers reconnaissent que de faux billets de 20 € circulent de plus en plus fréquemment. Yann Fronti. Tous ces billets sont des faux. De petites coupures de 20 € en circulation et saisies par la police. On a détecté des faux billets sur Auxerre proprement dit depuis le début de l'année, depuis la mise en place de l'euro. Donc en petite quantité à chaque fois. Et les faussaires n'ont pas besoin d'un matériel très sophistiqué. Dans ce petit village discret du sud de la France, 5 faux monnayeurs ont été arrêtés hier.
Quelques ordinateurs, des imprimantes, du papier et de la colle, cela leur suffisait. Une petite imprimerie clandestine au matériel rudimentaire, pour des billets pourtant très bien imités. Je crois qu'il y a surtout une grande ingéniosité de la part des faussaires, et notamment concernant le fait qu'ils ont utilisé des moyens informatiques, j'allais dire classiques. À l'œil nu, ces billets étaient presque parfaits. Mais ils n'auraient pas trompé cette petite machine, un détecteur de poche qui fait le tri entre faux et vrais billets. Dans chacun des billets, dans la pâte à papier vraisemblablement, il y a des petits signes qui sont des petits fils de couleur. Alors ils sont de couleur rouge, bleu ou blanc, et ils sont mis en évidence par cet appareil, notamment par la lampe UV de cet appareil. Jusqu'à présent, seuls 6000 faux billets d'euros avaient été recensés par la Banque de France. Aujourd'hui, il devrait y en avoir un peu plus. Les faux monnayeurs arrêtés hier risquent jusqu'à 30 ans d'emprisonnement. 14 ans de prison pour le cerveau du gang des châteaux. Cornelius Martins, ressortissant néerlandais et brocanteur de son État, n'en était pas à sa première condamnation pour trafic d'œuvres d'art. La totalité du butin s'élevant à près de 30 millions d'euros. Christelle Bertrand. Aujourd'hui, Cornelius Martins, cerveau du gang des châteaux, fait profil bas. Ce néerlandais de 50 ans vient d'être condamné à 14 ans de prison et son avocat trouve la peine un peu sévère. On ne peut pas rester sur une telle peine, 14 années, encore une fois, alors qu'on a une affaire qui est une affaire, même si elle a pu parfois être retentissante, même si on a pu en parler, qui est une affaire qui ne met en cause que des biens et que des objets matériels. On parle de vol dans des châteaux, ne l'oublions pas, ne l'oublions jamais en tout cas. De 1998 à 2000, Cornelius Martins a écumé des centaines de riches demeures à la recherche d'œuvres d'art. Son butin s'élève à 30 millions d'euros. À l'ouverture de son procès début juillet, le receleur brocanteur ne savait pas que les juges prendraient en compte sa précédente condamnation. En 1996, il avait déjà écopé de 6 ans de prison pour recel aggravé. Mario Cipoliti, son fidèle chauffeur italien, a été condamné à 5 ans de prison, dont 2 avec sursis, pour avoir convoyé les objets volés de la France vers la Belgique. Maurice Papon reste en prison. La justice a rejeté une demande de mise en liberté pour l'ancien haut fonctionnaire de Vichy, aujourd'hui âgé de 91 ans et très gravement malade. Son état de santé est pourtant jugé incompatible avec le maintien en détention, mais selon le juge d'application des peines, Maurice Papon, condamné à 10 ans de réclusion criminelle en 98, ne présente pas suffisamment de gages de réinsertion sociale. Le projet de loi d'amnistie en discussion au Sénat, 218 000 peines seraient effacées selon la dernière estimation. Pour le budget de l'État, ce sera un manque à gagner de 300 millions d'euros. La dernière loi d'amnistie en 1995 avait coûté moins cher, 267 millions d'euros. Une nouvelle juridiction pour les petits tracas du quotidien. Dominique Perben, garde des Sceaux, a présenté ce matin au Conseil des ministres son projet de loi sur les juges de proximité. Des magistrats non professionnels qui seront chargés de trancher les différends portant sur moins de 1 500 euros. Olivier Caroff. Vous, votre position est claire. J'avais jamais entendu parler de cette personne, des véhicules, La proximité ici, on connaît. Le tribunal d'instance ne connaît même que ça. Les affaires de la vie quotidienne, les petits délits. Mais petits ou pas, ils sont jugés par un professionnel, aussi bien formé que n'importe quel autre magistrat. Avec le projet Perben, certains de ces dossiers seraient confiés à un juge occasionnel, un simple particulier, bon connaisseur du droit. Le ministre de la Justice envisage d'en recruter 3300 en 5 ans. Ces personnes auront un minimum de 4 années d'études juridiques et 4 ans d'expérience dans un métier à caractère juridique. Il leur sera proposé une formation. Leurs compétences se limiteraient aux litiges où moins de 1 500 euros sont en jeu, aux infractions de type tapage nocturne ou violence légère. Mais pour de nombreux professionnels du droit, c'est déjà beaucoup trop. On peut parler de justice au rabais ou de Canada Dry de justice, ça ressemblera à la justice, ça aura son aspect et sa couleur, mais au goût, ça fera une sacrée différence. Et surtout, ça s'adressera, je veux dire, à une classe sociale, aux plus défavorisés, aux plus démunis. Les députés débattront du projet en octobre. À gauche, certains, comme Marie-Lise Lebranchu, sont d'ores et déjà hostiles au principe du juge amateur. Pour l'instant, avec le juge de proximité, c'est surtout la polémique qui se rapproche. Alors nos voisins italiens font appel depuis 1995 à ces juges de proximité. Ils sont 4700 dans la péninsule et depuis le début de l'année, leur compétence a été étendue au délit. Paul de Genève. Ce qui anime cette discussion,
un litige concernant un prêt immobilier. Pas suffisamment important pour saisir un tribunal, mais l'intervention d'un arbitre s'avère quand même nécessaire. 7 hommes plongés dans ces dossiers. Le juge de paix. Dans le bureau juste à côté, un autre de ces juges, non professionnel. Cette fois-ci, il doit trancher si l'homme de dos peut récupérer ou non son permis de conduire. Un exemple de justice de proximité. Alors que les juges professionnels traitent des affaires qui ont, disons, une certaine importance, nous sommes vraiment en première ligne, plus proches du citoyen. Créés en 1995, les juges de paix avaient d'abord une compétence civile. Depuis le 1er janvier dernier, elle a été élargie au domaine pénal. Ce ne sont pas des magistrats professionnels, ils sont avocats et ont passé un concours. Ils sont 4700 aujourd'hui en Italie, nommés pour 4 ans, renouvelables une seule fois. Ils peuvent exercer cette fonction jusqu'à 75 ans et ils sont saisis pour des litiges ne dépassant pas 15 000 €. Et pour les justiciables, c'est surtout l'assurance d'une procédure plus courte. Nos procès durent en moyenne de 2 à 6 mois, jusqu'à un maximum d'1 an, tandis que les mêmes procès plus importants durent au tribunal de 4 à 5 ans. 200 de ces juges seront nommés cette année. Leur limite, ils ne peuvent toujours pas prononcer de peine de prison. Des nouvelles d'Ingrid Betancourt. Les forces révolutionnaires armées de Colombie ont diffusé une vidéo montrant l'ancienne candidate à la présidentielle qui est leur otage depuis 5 mois. Le document date du mois de mai. Ingrid Betancourt s'y exprime. Elle accuse le gouvernement de Bogota de l'avoir abandonné, tout comme il a abandonné le pays, dit-elle. 48 heures après le raid meurtrier mené par Israël contre le chef du Hamas qui a fait 15 morts, dont 9 enfants à Gaza, on s'interroge toujours sur les motivations d'Ariel Sharon. Pourquoi le Premier ministre a-t-il donné son feu vert à un bombardement sur une zone civile alors que le dialogue avec les Palestiniens avait repris? Un document que nous nous sommes procuré montre que le Fatah était sur le point de renoncer à ses attaques contre les civils israéliens. Charles Anderlin, Talal Abourarmé et Mossi Harmon. À Gaza, les corps de 3 enfants ont été découverts dans les décombres de l'immeuble bombardé. Et le Hamas durcit ses menaces contre Israël. Le raid israélien a donc fait voler en éclats plusieurs possibilités de cesser le feu. Surtout cet appel du Fatah qui devait être publié quelques heures seulement après le bombardement. Au nom de tous ces militants, il annonçait un arrêt unilatéral et immédiat des opérations contre les civils israéliens. Ce que je sais, c'est que nous, on avait été informés et on a soutenu ces efforts parce que tout effort qui arrête la violence, qui donne plus de sécurité à Israël est toujours soutenu par l'Union européenne. Selon l'éditorialiste Emmanuel Rosen, Ariel Sharon connaissait l'existence de cette décision du Fatah lorsqu'il a donné le feu vert à l'aviation israélienne. Pour lui, ce n'est pas sérieux. Je crois que même si Arafat se convertissait au judaïsme, cela ne changerait pas le point de vue de Sharon. Actuellement, avec le soutien total du président Bush, il accorde la priorité à la lutte contre le terrorisme et non pas aux négociations. Et dans l'attente des représailles du Hamas, dans la crainte d'un nouvel attentat sanglant, l'armée israélienne a renforcé son état d'alerte. Pour tenter de faire baisser la tension, elle envisage de réduire le couvre-feu imposé aux villes de Cisjordanie. La dégradation de la situation au Pakistan contraint les diplomates du consulat de France à Karachi à déménager. Ils se sont installés temporairement dans les locaux du consulat de Grande-Bretagne en attendant de trouver mieux et plus sûr. Le 8 mai dernier, un attentat à la voiture piégée avait tué, je vous le rappelle, 11 Français à Karachi. 24 heures de repos pour Jean-Paul II, arrivé hier soir d'Italie. Le Saint-Père se repose à Strawberry Island, une île sur le lac de Toronto. Demain, il célébrera une messe. Hier soir, le pape a participé aux cérémonies d'accueil des JMJ et il a salué les fidèles. Puis il a prononcé un discours en anglais, mais aussi en français. Merci beaucoup pour votre accueil cordial. Espérons bien pour toute la journée mondiale de la jeunesse, JMJ. Pour éviter les embouteillages, les ambulanciers londoniens ont trouvé l'arme absolue, le vélo. Et il ne leur manque aucun des accessoires qui équipent les ambulances traditionnelles, sirènes, gyrophares et même défibrillateurs. Correspondance à Londres, Claude Sampère, Dominique Marotel.
Voici la situation que connaissent tous les jours les secours d'urgence à Londres. Aujourd'hui, le service des ambulances a trouvé une arme révolutionnaire contre les embouteillages. L'ambulancier à vélo. Depuis ce matin, ils sont 6 à travailler au centre de Londres. Et avec leur vélo tout-terrain, ils passent partout. D'ici à Oxford Street, moi, il me faut 2 à 3 minutes. Une ambulance, elle, mettrait 2 ou 3 fois plus de temps. Gyrophares, sirènes, ces vélos médicaux et leurs ambulanciers ont été les vedettes aujourd'hui des caméras du monde entier. Pour leur première journée de travail, ces ambulanciers comme Nick ont multiplié les fausses interventions devant la caméra. Mais soudain, Nick reçoit un vrai appel pour une intervention. En quelques minutes, il se rend sur les lieux. Dans ses sacoches, il dispose de tout le matériel d'urgence nécessaire. Cette fois-ci, c'est un vieil homme qui a fait une chute sévère. C'est une super idée. Il était le premier arrivé sur les lieux. Et avec le trafic qu'il y a ici à Londres, c'est génial. Nick fait son travail avec diligence et la victime est évacuée rapidement. Moi, j'arrive le premier, je pratique les premiers soins, je garde le patient dans un état stable jusqu'à ce que l'ambulance arrive. Mais l'ambulance, elle, est appelée en même temps que moi. Pour le moment, l'expérience est limitée au centre-ville, mais en cas de réussite, elle pourrait être étendue. 3 étudiants américains pensaient avoir décroché la Lune. Employés au centre spatial de Houston, au Texas, ils viennent d'être arrêtés après avoir subtilisé des échantillons inestimables venus de l'espace, des cailloux de Lune et des fragments de météorites. Laurence Decherf. Ils nous avaient promis la Lune, ils l'ont décrochée. Entre 1969 et 1972, les astronautes ont accompli pas moins de 6 missions pour rapporter des petits morceaux de Lune. Stocké à la NASA de Houston, le coffre-fort plein d'échantillons disparaît mystérieusement le 13 juillet dernier. 300 kilos de pierres lunaires envolées. C'est très important pour notre pays. Ce sont de véritables trésors qu'on ne voit pas tous les jours. Alertés par un collectionneur belge, les fraudes sont déjà sur la piste d'un mystérieux vendeur sur Internet. 1 gramme de Lune proposé entre 2000 et 8000 $ sur le net. Le complot est vite déjoué et les imposteurs démasqués, 3 jeunes stagiaires de la NASA et un complice sont arrêtés. Leur objectif Lune n'aura duré que le temps d'un rêve. Un peu trop dans la Lune, les jeunes gens sont vite redescendus sur Terre. La saisie de 550 kilos de stéroïdes anabolisants il y a 24 heures est présentée par la police belge comme la plus importante du genre en Europe. La Grande-Bretagne et l'Espagne étaient au nombre des pays destinataires de la cargaison de produits dopants pour une valeur de 137 millions d'euros. En France aussi, ces produits interdits circulent et pas seulement chez les professionnels du sport de haut niveau. Enquête Thomas Dandois, Daniel Lévy. 30 ans qu'il est dans le bodybuilding. Alors la gonflette, les stéroïdes anabolisants, Claude Dupont connaît bien. Lui ne pratique pas et ça se voit. Mais à force, il a appris à repérer les sportifs dopés pour leur refuser l'entrée de sa petite salle parisienne. Bon, déjà ils sont énormes, anormalement, je pense, quoi. On m'a dit que, et j'ai constaté que certains, comment dirais-je, avaient des boutons dans le dos. Et ils sont très énervés. Nervosité extrême, acné, troubles psychiques. Laurent Baucher a connu tout cela. Fort de son expérience, aujourd'hui, il mène une croisade contre le dopage. C'est un stéroïde anabolisant, androlone. C'est des produits vétérinaires. Je prenais un stéroïde anabolisant qui était normalement destiné pour les chevaux. Je prenais en une semaine ce qui était destiné à un cheval d'à peu près de 600 kg en 1 mois et demi. 1 mois plus tard, il se retrouve à l'hôpital, victime d'un malaise. En Europe, 6% des personnes adhérant à des clubs de fitness reconnaissent prendre régulièrement des stéroïdes. Les conséquences peuvent être dramatiques. Les sportifs qui se risquent à prendre ces produits de type stéroïdes anabolisants encourent plusieurs dangers, qui vont du claquage musculaire aux lésions tendineuses jusqu'à des infarctus et des morts subites, voire même des démences psychiatriques. Pourtant, aux États-Unis et dans certains pays d'Europe, ces produits sont en vente libre. Un simple clic suffit pour se les procurer. Mais en France, en détenir est une infraction, passible du tribunal correctionnel. Par précaution, la société Advance Bionic rappelle des prothèses auditives de la marque Clarion. Alors si vous possédez des appareils de référence AB5100H11 ou AB
5100H12, eh bien, mieux vaut entrer en contact avec votre ORL. On avance un risque exceptionnel de méningite pour les porteurs de ces appareils auditifs, donc de marque Clarion. C'est une allocation de rentrée scolaire dégressive qui sera versée à partir du 20 août aux familles. Ce principe de dégressivité, adopté pour éviter ce qu'on appelle l'effet de seuil, devrait profiter à 33 000 foyers supplémentaires. Les explications avec Isabelle Quintard. En plein été, on n'a pas forcément la tête dans les comptes et pourtant cette année, il pourrait y avoir de bonnes surprises pour les familles. Le montant de l'allocation de rentrée scolaire augmente de 5 €, soit un peu plus de 249 € pour chaque enfant scolarisé de 6 à 16 ans. Avec une nouveauté, les conditions d'attribution changent, plus question d'effet de seuil. Auparavant, vous dépassiez d'1 € le plafond, l'allocation était supprimée. Désormais, l'allocation sera dégressive. En clair, pour 1 € de dépassement par rapport au seuil, la prime diminuera d'1 €, et ainsi de suite. La mesure devrait profiter à 33 000 bénéficiaires sur un total de 3 millions de familles concernées. L'allocation sera versée le 20 août, de quoi remplir un peu plus les caddies en vue de la rentrée. Depuis l'introduction de l'euro, les Alsaciens sont de plus en plus nombreux à franchir la frontière allemande pour aller faire leurs courses. Ils se rendent en particulier dans la ville de Kehl. Les produits de consommation courante y sont jusqu'à 40% moins chers. Christophe Nedart et Cécile Thuillier. Depuis qu'elle habite Strasbourg, Florence va régulièrement faire ses courses de l'autre côté du Rhin. Car dans ce supermarché de Kehl, certains produits sont moins chers. On peut faire jusqu'à 40% d'économie. Vous allez souvent acheter vos produits en Allemagne? Eh bien, écoutez, cette viande par exemple, le kilo de viande hachée coûte 4 €, tandis qu'en France c'est à peu près le double. Donc là c'est vraiment intéressant. De même pour les fruits, un certain nombre de fruits sont beaucoup moins chers à Kehl, donc je préfère les acheter en Allemagne. Moins de taxes, des marchés plus concurrentiels, de plus en plus d'Alsaciens profitent des spécificités de l'économie allemande. Dans ce magasin, la clientèle française a progressé de 10%. Les gens comparent plus les prix qu'avant. Leurs habitudes ont changé. Ici, beaucoup d'articles sont moins chers. Le consommateur français l'a compris et s'est adapté. L'afflux de consommateurs alsaciens en Allemagne ne pénalise pas pour autant les commerçants strasbourgeois, car la concurrence joue dans les deux sens. Les consommateurs allemands viennent en France pour acheter des produits qu'ils ne trouvent pas en Allemagne ou aussi des produits qui sont évidemment moins chers en France. Comme l'essence par exemple. Cette pompe, située juste après la frontière, est littéralement prise d'assaut par les Allemands. Des automobilistes qui économisent jusqu'à 8 centimes d'euros par litre. Le Mont-Saint-Michel est une île, mais jusqu'à quand? Une enquête d'utilité publique vient d'être ouverte. C'est le prélude à un gigantesque chantier de désensablement du site que nous présentent Olivier Sioux et Michel Hiver. Le Mont-Saint-Michel, sa baie, son abbaye, comme vous ne les avez jamais vus. Logique, tout cela n'est encore que virtuel. Un grand pas en avant pourtant pour le désensablement de la baie, ce projet pharaonique et longtemps incertain que les visiteurs découvrent enfin avec forcément un peu de scepticisme. Ça fait un moment que j'entends discuter, mais ça se fait jamais rien. Alors, je ne sais pas. Et pourtant, cette fois, les choses sont bien lancées. Un barrage, une passerelle et une navette au lieu d'une digue et d'une route. Et finit bien sûr l'immense parking au pied du mont. Enfin, pas tout de suite. Pour l'instant, la seule construction tangible, c'est la mairie annexe provisoire qui accueille l'enquête publique, les enquêtes publiques, 14 au total. Il n'en est pas peu fier, monsieur le commissaire enquêteur. Je pense que c'est l'un des plus importants dossiers d'enquête au pluriel organisés dans le domaine public. Parce que ça touche l'environnement, ça touche des problèmes d'eau, ça touche des expropriations, ça touche des travaux publics, enfin j'en passe et des meilleurs. Enfin, la meilleure, c'est quand même l'addition. 134 millions d'euros, le prix à payer pour sauver une merveille classée au patrimoine mondial de l'humanité. En attendant, l'enquête, elle, ne fait guère recette et les registres, gentiment remplis par les touristes, ressemblent surtout à des livres d'or. Quant à savoir ce que pensent vraiment les habitants du Mont pour l'essentiel des commerçants, c'est une autre affaire. Qu'est-ce que vous en pensez de cette enquête d'utilité publique? Rien du tout, moi, rien du tout. Je suis comme tout le monde. Pourquoi vous subissez? Non, de toute façon, je ne réponds pas à votre question. La question dérange, car pour la bonne cause ou pas, des navettes à la place des parkings, c'est plus de difficultés d'accès pour les Montois, et peut-être aussi moins de touristes sur un site qui, en fait d'omelette,
et surtout une belle poule aux œufs d'or. Les moissons en nocturne. Dans toute la France, les moissonneuses-batteuses sont passées à l'action et comme il faut faire vite, elles s'activent jour et nuit. Reportage dans le Val d'Oise à Louvres, Nicolas Châteauneuf, Bernie Mériot. C'est bien connu, par les nuits de pleine lune, mieux vaut rester chez soi. Mais il y a des irréductibles qui conduisent de drôles d'engins lumineux, des moissonneuses-batteuses. Car pour les céréaliers, pas de temps à perdre. En 10 jours, le blé doit être moissonné, coûte que coûte. C'est une course contre la montre parce qu'on est toujours dépendant des conditions climatiques. On a toujours l'appréhension de la pluie ou de l'orage. Et tant que les conditions nous permettent de récolter, on avance assez tard dans la nuit. Il en sera donc ainsi jusqu'à l'arrivée de la rosée, vers 2 h du matin. À ce rythme, Jean-Marie Fossier, 41 ans, compte bien moissonner à temps ses 90 hectares de blé. Son exploitation est située au nord de Paris, tout près de l'aéroport de Roissy. Depuis quelques jours, la météo est favorable. Et pour savoir si le blé est mûr, rien ne vaut les vieilles recettes. Dans le champ, on vient et on regarde si déjà l'épi fait ce qu'on appelle le crochet, comme celui-ci. Et ensuite, on frotte. C'est la méthode ancienne. Hein. On évente, on enlève un peu la paille et on croque. Plus fiable, la méthode scientifique. Dans ce flacon, un échantillon de la parcelle à moissonner. Après analyse du taux d'humidité, le signal du départ est donné. Jean-Marie Fossier prend les commandes. Il faut avoir un œil à la fois sur ce qui se passe devant soi, ce qui se passe derrière. Il y a toujours la possibilité d'un obstacle, d'un corps étranger. Mais avec de telles cadences, il faut bien se ménager quelques heures de repos. Direction la ferme, située au cœur du village voisin. Mais là encore, les blés ne sont jamais très loin. Tour de France avec la grande étape des Alpes aujourd'hui. 3 cols hors catégorie. Victoire du Hollandais Michael Boogert. Lance Armstrong finit 3e. Et la bagarre entre Laurent Jalabert et Richard Virenque se poursuit pour le maillot à pois. Julien Hérisson, Abdelzouyesh. Faute de réel suspense dans la quête du maillot jaune, aujourd'hui on attendait plutôt une bagarre franco-française. Virenque contre Jalabert, Richard contre Jaja, avec pour objectif le maillot à pois. A fortiori, les banderoles fleurissent dans les cols. Et entre les deux héros de France, les cœurs balancent. Virenque, Jaja, pardon, oula, Jaja. Je pense que ça va être Virenque qui va le prendre. Non, Jaja. Non, mais ça va, oui. On se chamaille un peu. Moi, je suis très content parce que Virenque, il a gagné une étape. Et puis, Jalabert, il a le maillot à pois, donc ça fait une petite rivalité. Objectivement, la bagarre n'a pas atteint des sommets. Virenque est à la peine, et en grand vainqueur du dénivelé, Jalabert est encore une fois dans les échappées. Mais le plus costaud de la journée, c'est Michael Boogert, le néerlandais, parti seul à l'assaut de la Plagne, avec à sa poursuite un homme en jaune qui pédale plus vite que tout le monde. Armstrong a encore fait la différence, mais Boogert a préservé son avance. À l'arrivée, il a le sourire des grands tours, ça fait plaisir à voir. Jalabert est finalement arrivé loin derrière Virenque, mais il a conforté son maillot à pois. Le petit duel entre amis a tourné à son avantage. C'est un petit peu dommage qu'on soit obligé de lutter l'un contre l'autre pour le même objectif, mais bon, c'est la loi du sport, mais ça n'enlève rien à nos relations. Jalabert en rouge et blanc, Armstrong en jaune, des couleurs qu'on n'est pas près de leur voler, puisque la grande montagne est terminée. Alors, sauf accident, Lance Armstrong s'achemine donc vers une 4e victoire dans le Tour de France. Mais quel est le retentissement des exploits de l'Américain dans son propre pays? C'est ce que nous avons voulu savoir. Correspondance à New York, Pascal Golomer, Tristan Lebras. Quand on parle de cyclisme à New York, on pense d'abord à eux. Les coursiers jouent les forçats de la route entre taxis et limousines, loin des cols de première catégorie et des foules enthousiastes. Tout de même, le Tour de France, on connaît. On connaît surtout son maillot jaune. Un héros national, enfin presque. Armstrong? Ça me dit rien. Lance Armstrong, do you know him? Lance Armstrong, non. Jamais entendu parler. Mais si, bien sûr, le cycliste. Je suis bien content qu'il ait gagné. Mais pour commenter les derniers exploits de l'Américain sur la grande boucle, mieux vaut tout de même pousser les portes des boutiques spécialisées. Ici, on se sent entre initié d'une petite reine qui a encore du mal à s'imposer sur les télévisions américaines. Il y a une telle offre de programmes sportifs différents dans ce pays qu'il est difficile de se concentrer sur le cyclisme en particulier. Mais la popularité de Lance Armstrong n'est plus seulement celle du champion cycliste. Quel que soit son classement du jour ou la couleur de son maillot, c'est d'abord sa victoire sur la maladie qui force le respect.
On se souvient plus de lui parce qu'il a survécu à son cancer que pour ses victoires dans le Tour de France. C'est un modèle aujourd'hui. Et toute l'Amérique, qu'elle soit à bicyclette ou non, fêtera son héros comme il se doit à son retour au pays. À condition bien sûr qu'il soit victorieux une nouvelle fois. Oui, bah c'est bien parti. 2 millions de dollars à l'eau. Le voilier de Dennis Conner, quadruple vainqueur de la Coupe de l'Amérique, a coulé hier au large des côtes californiennes lors d'un entraînement. Les 4 membres d'équipage sont sains et saufs. C'est le gouvernail qui s'est rompu, provoquant une sérieuse voie d'eau. Il ne reste que le mât qui émergeait. Les Français continuent de s'illustrer au championnat du monde d'athlétisme handisport qui se déroule à Villeneuve d'Ascq jusqu'au 28 juillet. Aujourd'hui, Anna Tavano a remporté la médaille d'argent en 800 mètres fauteuil. Et sur ces images, Pierre Fairbank a quant à lui décroché l'or en 800 mètres fauteuil messieurs. Le château de Monte Cristo à Marly-le-Roi, près de Paris, Alexandre Dumas, dont on célèbre aujourd'hui précisément le 200e anniversaire de la naissance, l'a fait construire lorsqu'il était au sommet de son art et de sa gloire. Cette demeure est à l'image de l'homme et de son œuvre exubérante. Les cendres de l'auteur des Trois Mousquetaires pourraient d'ailleurs y faire une halte en octobre avant leur transfert au Panthéon. Visite Maud Ninove et Raymond Chaplard. Je veux une réduction du paradis terrestre. Vous allez ici même tracer un parc anglais, au milieu duquel je veux un château Renaissance. Après le succès des Trois Mousquetaires, Alexandre Dumas rêve d'une demeure à la mesure de sa notoriété. Il en oublie la sobriété. L'ostentation est au goût du châtelain, mais au milieu du luxe s'exhale un parfum de bohème cher à ce grand voyageur. Il souhaite avoir une maison à lui, où il pourra s'isoler, où il pourra écrire et recevoir. Alors, recevoir ses amis et recevoir les amis des amis. Pour vous donner un petit exemple, Dumas va faire une grande inauguration à Monte Cristo. Il y a 600 personnes le jour de l'inauguration au mois de juillet 1847. Dumas est un boulimique, bonne chair, cher et tendre. Il croque, avale, dévore la vie en mort de faim dans son château de conte de fées. Mais l'ogre se lasse vite de jouer les princes. Comment parvenir à noircir les pages et les pages de romans ou de pièces de théâtre qui permettront à toute la maison de mener grand train? L'imaginaire troubadour de l'écrivain trouve refuge à quelques mètres de là. Un castel gothique entouré par les eaux où il s'enferme pour écrire du matin au soir et du soir au matin. La seule œuvre où Dumas parle de Monte Cristo s'appelle l'histoire de mes bêtes. Et il décrit finalement la vie de tous les jours à Monte Cristo, entouré de tous ces animaux, chats, chiens, vautours, singes, etc. Alexandre Dumas a fait inscrire sa devise, trouve-la et recopie-la. C'est celle que tu vois en haut là, et c'est marqué « J'aime qui m'aime ». 2 siècles après sa naissance, l'ogre Dumas n'a pas pris une ride. Si vous êtes en vacances en Corse, une exposition à ne pas manquer au musée Fesch d'Ajaccio, 140 tableaux du XVIIe siècle avec le ciel pour point commun, des trompe-l'œil destinés à l'époque à orner les plafonds des églises. Marie-Hélène Bonneau, Jean-Louis Meulin. La ville d'Ajaccio n'est pas seulement connue pour ses couchers de soleil et son port. Elle possède l'un des plus beaux musées d'Europe, le musée Fesch, créé à la mort du cardinal Fesch, oncle de Napoléon et grand amateur de peinture italienne. Dans l'exposition Les cieux en gloire, la pénombre est de rigueur, le silence quasi religieux, comme dans les églises. Une exposition réalisée par un scénographe. Le plafond a été décoré par un prince russe en exil. Comment représenter le ciel? Les peintres baroques du XVIIe siècle, en se posant la question, ont réalisé sur les voûtes et les murs des églises de véritables fresques. Ils présentaient d'abord des modèles, sortes de maquettes, comme cette préfiguration du plafond de Saint-Ignace à Rome. Andrea Pozzo a peint d'un seul tenant un décor qui devait couvrir 1200 mètres carrés. L'artiste a représenté la voûte de l'église comme si elle s'ouvrait sur les cieux, avec les anges, les saints qui volent dans tous les sens, et c'est un des plus grands effets de perspective et de trompe-l'œil qu'on puisse voir à Rome. Ces peintres possédaient aussi la connaissance de la sculpture et de l'architecture. Tous étaient décorateurs de théâtre. Pour évoquer l'élan vers le ciel, ils savaient donner à leur peinture un mouvement de bas en haut, typique du baroque, comme ce tableau de Gaoli.
Jadis, on pensait que c'était pour l'église du Jésus, mais maintenant on pense que c'est plutôt pour un plafond qui a été demandé à Gaudi, le plafond du baptistère de Saint-Pierre de Rome, et qu'il n'a pas pu réaliser parce qu'il est mort cette année-là, en 1709. Des peintures pour raconter l'histoire de l'église, celle du XVIIe siècle, où l'enjeu était celui d'une véritable propagande religieuse, juste avant l'arrivée des philosophes du XVIIIe, qui eux doutaient des cieux, au siècle des Lumières. Voilà, c'est la fin de ce journal. À suivre la météo, Patrice Drevet à 22h40. Ne manquez pas la retransmission de l'opéra Céleste, le sang et lumière, tiré du Requiem de Verdi, qui avait été donné au Stade de France le 22 juin dernier. Minuit 15, le dernier journal Ève Mettet. Dès 6h30 Télématin, Jean-Paul Chapelle recevra Gérard Mestralet, PDG de Suez, dans les 4 vérités. À 13h, Laurence Ostolaza, et on se quitte sur ces images de l'éruption du volcan Kilauea dans un secteur touristique du parc national d'Hawaï. Depuis ce matin, d'importantes coulées de lave se déversent dans le Pacifique. Merci, à demain, 20h.